Bonsoir, je suis Simona et merci de nous rejoindre sur la plateforme RDC UKTV. Nous commençons ce soir avec une histoire en développement. N'oubliez pas de s'abonner, de partager et d'aimer pour plus d'informations RDC UKTV et votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Lien du Royaume-Uni avec les minéraux critiques en RDC et au-delà. En 2022, le Royaume-Uni a élaboré une stratégie pour les minéraux critiques afin de sécuriser ses chaînes d'approvisionnement en minéraux de transition nécessaires à la transition vers une énergie propre, des minéraux qui se trouvent également fréquemment sur les terres des peuples autochtones ou des communautés locales. Le tantal, dérivé du coltan, est inscrit dans la stratégie du Royaume-Uni pour les minéraux critiques comme étant l'un de ceux qui ont été définis comme ayant une haute criticité pour le Royaume-Uni selon leur vulnérabilité économique et leur risque d'approvisionnement. Environ 80% de l'approvisionnement mondial en coltan provient de la RDC. Plus de 30% de l'approvisionnement mondial en coltan est extrait dans la partie orientale de la RDC et dans la région des Grands Lacs. En 2021, la RDC était le plus grand producteur mondial de coltan, avec une production estimée à 700 tonnes. Les produits électroniques grand public courant au Royaume-Uni, tels que les téléphones mobiles, les ordinateurs portables, les caméras vidéo, les ordinateurs, les consoles de jeux et l'électronique automobile, nécessitent du tantal. Ce minéral critique se trouve dans les produits de certains des plus grands fabricants de téléphones mobiles dont les produits sont omniprésents au Royaume-Uni, tels que Nokia, Motorola et Ericsson, ainsi que dans certains des plus grands fabricants d'ordinateurs tels qu'Alcatel, Dell et IBM. Il est également utilisé dans les batteries de voitures électriques. Inévitablement donc, les chaînes d'approvisionnement des fabricants et détaillants britanniques sont liées à l'extraction du coltan en RDC et au traitement du tantal dans d'autres parties du monde. Cependant, le coltan et d'autres minéraux critiques ont des liens étroits avec les conflits armés, les violations des droits de l'homme et les dommages environnementaux, en RDC comme dans de nombreux autres pays. De nombreuses violations des droits de l'homme liées à l'exploitation minière sont liées à l'absence de titres sécurisés pour les peuples autochtones et d'autres communautés disposant de droits coutumiers collectifs sur leurs terres, qui font face à la dépossession, à la destruction de leurs moyens de subsistance et de leur culture, à la dégradation de l'environnement, ainsi qu'à des problèmes de santé et autres, avec un risque accru de violence, y compris la violence sexuelle, parmi de nombreux autres types de violations des droits de l'homme. Par exemple, les droits coutumiers sur les terres en RDC reçoivent une reconnaissance et une protection limitée en vertu du droit congolais, ce qui entraîne que les peuples autochtones et d'autres personnes ayant des droits coutumiers collectifs sont fréquemment dépossédés de terres et de ressources sans leur consentement libre, préalable et éclairé, et reçoivent une compensation inexistante ou grossièrement inadéquate. Même lorsque les peuples autochtones ne sont pas directement dépossédés de leurs terres par l'exploitation minière, les impacts environnementaux et socio-économiques de ces activités ont souvent des effets négatifs importants sur leur jouissance de ces droits. Les impacts de la dépossession et de la perturbation sur la vie communautaire et les moyens de subsistance sont significatifs. Les peuples autochtones Batois et Bambouti étant particulièrement souvent sans terre et appauvris. Outre la spoliation des terres, les graves impacts sur les droits humains incluent la violence sexuelle systématique contre les femmes, l'utilisation répandue du travail des enfants et l'exploitation des travailleurs par l'endettement. 12. Le code minier actuel en RDC comporte peu, voire aucune, exigence concernant le respect des droits de l'homme dans ses dispositions. La révision du code minier par le gouvernement en 2018 s'est principalement concentrée sur la revitalisation de l'investissement privé dans le secteur minier, les revenus miniers, les taux d'imposition et les procédures d'appel d'offres pour l'attribution des droits miniers. Les droits des peuples autochtones et des communautés locales potentiellement affectées par les activités minières, ainsi que d'autres questions environnementales et sociales, n'ont pas reçu la même attention. La stratégie du Royaume-Uni sur les minéraux critiques indique que le Royaume-Uni vise à orienter l'aide publique au développement APD vers l'aide aux pays partageant nos valeurs,
riches en ressources, pour développer leurs ressources en minéraux critiques de manière axée sur le marché, en accord avec les objectifs de durabilité, de transparence, de droits humains et d'environnement, et soutenir nos priorités de développement. Cependant, il est important de noter que les objectifs du marché et ceux des droits humains ne sont pas intrinsèquement alignés. Comme mentionné ci-dessus, il est donc essentiel que le respect et la promotion des droits humains soient intégrés dans l'APD axée sur les minéraux critiques, ainsi que, en effet, dans toute l'APD. Dans le contexte du bassin du Congo, l'engagement du Royaume-Uni pris lors de la COP 26 en faveur du fonds collectif de 1,5 milliard de dollars pour soutenir la protection et la gestion durable des forêts du bassin du Congo entre 2021 et 2025 doit être dépensé de manière respectueuse des droits de l'homme. Il doit garantir que le soutien au développement des minéraux critiques et aux programmes environnementaux destinés à compenser les impacts de ce développement respecte les droits de l'homme. Cela inclut non seulement la garantie que les lois et politiques respectent les droits de l'homme, mais aussi le soutien à la participation directe et équitable des peuples autochtones et autres titulaires de droits coutumiers collectifs dans les processus de prise de décision. La crédibilité de la politique étrangère du Royaume-Uni dépend également de sa volonté d'agir sur son territoire. Le Royaume-Uni abrite certaines des plus grandes entreprises minières du monde. Des sociétés telles que BHP Billiton, Anglo-American plc, Xstrata plc, Vedanta Resources et Rio Tinto, dont les opérations actuelles ou passées ont été liées à des violations des droits de l'homme dans les territoires des peuples autochtones à travers le monde, y compris en Colombie, aux Philippines, en Afrique du Sud, en Inde et aux États-Unis, ont leur siège à Londres ou sont enregistrés à la Bourse de Londres. Un volume énorme d'investissements dans le secteur extractif est généré par les bourses de Londres, avec 145 millions de lots échangés rien qu'à la London Metals Exchange en 2021, ce qui équivaut à 15,6 trillions de dollars américains. Étant donné que la majeure partie des ressources minérales restantes dans le monde se trouve sur les territoires des peuples autochtones, et que le secteur extractif est associé à certains des abus les plus graves des droits humains, les entreprises minières et les investisseurs basés au Royaume-Uni ont un effet profond sur la jouissance de leurs droits par les peuples autochtones. 16. L'engagement pris lors de la conférence des parties de l'accord de Paris 26 par le gouvernement du Royaume-Uni et d'autres États en faveur de conditions favorables à une transition juste à l'échelle internationale inclut une référence claire à promouvoir le respect des droits de l'homme, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies, dans les chaînes d'approvisionnement. La déclaration exhorte les entreprises à garantir que leurs chaînes d'approvisionnement soient exemptes de violations des droits de l'homme, notamment en menant une diligence raisonnable conformément aux lignes directrices de l'OCDE, aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, UNGPE, et à la déclaration tripartite de principes concernant les entreprises multinationales et la politique sociale de l'OIT. 17. Le Royaume-Uni doit utiliser sa position de centre mondial pour le commerce des métaux via le London Metal Exchange et les bourses de Londres pour impulser une transition juste. Il sera essentiel d'adopter des normes contraignantes solides, comme suggéré ci-dessus, pour la diligence raisonnable en matière de droits de l'homme et d'environnement, afin de garantir que les minéraux critiques utilisés par les entreprises britanniques soient issus de sources responsables. 18. Annexe. Le travail du Forest Peoples Programme, FPP, en RDC, lié à l'exploration et à l'exploitation des minéraux critiques, le FPP travaille en République démocratique du Congo, RDC, depuis 2001. Notre collaboration avec des partenaires locaux s'est concentrée sur la protection des droits des peuples autochtones sur leurs terres, territoires et ressources. Cela inclut un travail avec les communautés sur le terrain, dans des zones où l'attribution de concessions forestières, minières, pétrolières et gazières, ou la création de parcs nationaux, ont entraîné la dépossession des populations de leurs terres ancestrales, ainsi qu'un engagement au niveau national dans des processus tels que la réforme agraire et le développement de politiques et de législation sur les forêts, la conservation et les droits des peuples autochtones. FPP travaille avec les communautés Batwa dans l'est de la RDC depuis plus de 20 ans. Ces communautés ont été déplacées de leurs terres dans les années 1970 pour permettre l'extension du parc national de Kahuzi-Biega, sans consultation, consentement ni compensation.
Elles luttent depuis pour faire reconnaître la injustice initiale et pour pouvoir retourner sur leurs terres et en prendre soin. L'exploitation des minéraux critiques a aggravé et approfondi les défis qu'elles rencontrent. Le commerce des minéraux est depuis longtemps reconnu comme alimentant le conflit armé dans l'est de la RDC. Et les communautés dépendantes des forêts sont souvent prises dans la tourmente. Cela s'est intensifié ces dernières années. 20. FPP travaille actuellement avec des partenaires dans les provinces du Sud Kivu et de Tshopo pour examiner en détail l'impact de l'exploration et de l'exploitation minière sur les droits humains des communautés forestières, ainsi que sur l'environnement, en particulier la déforestation. Ce travail portera sur des exemples d'exploitation minière artisanale à petite échelle, ainsi que sur l'exploitation à l'échelle industrielle et semi-industrielle. En plus de son travail en RDC, FPP a collaboré avec des peuples autochtones et forestiers affectés par l'exploitation minière dans de nombreux autres pays, notamment la Colombie, la République du Congo, le Cameroun, le Guyana, l'Indonésie et d'autres. En 2023, la RDC a produit 140 000 tonnes de cobalt contre 2,8 millions de tonnes de cuivre. Au cours de l'année 2023, la République démocratique du Congo a produit une quantité impressionnante du cobalt et cuivre. Elle est évaluée respectivement à 140 000 tonnes de cobalt contre 2,8 millions de tonnes de cuivre. Ces chiffres ont été révélés à la conférence africaine de Mining Indaba 2024 qui se déroule à Cape Town en Afrique du Sud. Pour le Premier ministre congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, ces prouesses viennent ainsi consolider la place de premier producteur mondial de cobalt et de troisième producteur mondial de cuivre pour la RDC. Il convient de noter que le cobalt est indispensable pour la stabilité de la cathode dans une batterie lithium, a insisté le Premier ministre devant les opérateurs miniers réunis à Indaba 2024, tout en faisant valoir l'importance de ces minéraux qui sont utilisés pour le stockage d'énergie dans les batteries des véhicules électriques, les smartphones, les ordinateurs portables et autres équipements de nouvelles technologies de l'information et de la communication, NTIC. Le cuivre, quant à lui, est incontournable à tous les échelons de la transition énergétique, notamment dans le transport de l'énergie électrique par sa bonne conductivité et son excellente ductilité, a martelé Sama Lukonde, indiquant que et de poursuivre, les exigences d'une économie globalement de plus en plus verte conduisent inévitablement à réviser notre manière de produire et de consommer les biens et services de différentes natures. Au regard de l'attraction du monde vers les véhicules électriques et les énergies renouvelables, le chef du gouvernement congolais a expliqué que la demande en cuivre et en cobalt devrait augmenter de manière exponentielle d'ici 2030, ce qui pousse la RDC à espérer tirer profiter de l'évolution de cette tendance mondiale, compte tenu des réserves importantes de ces minéraux que le pays détient. À ce sujet, Sama Lukonde a également mis en avant l'expansion démographique mondiale et la croissance des pays émergents comme la Chine et l'Inde, relevant ainsi les facteurs clés de l'augmentation de la demande en cobalt et en cuivre. La consommation de cuivre des pays émergents a augmenté de manière significative au début du millénaire, a-t-il déclaré, avant d'ajouter « L'expansion démographique mondiale, qui devrait atteindre 8,5 milliards d'habitants en 2030, va sans doute entraîner une consommation exponentielle de ce métal. » En 2022, les chiffres de production de cuivre et de cobalt se sont levés à 2,3 millions de tonnes pour le cuivre et 111 000 tonnes pour le cobalt. La hausse de la production en 2023 met en lumière la position stratégique de la RDC sur le marché mondial des métaux essentiels à la transition énergétique. La DRC s'achemine vers la levée de la suspension d'exportation du cobalt. Le marché international du cobalt, un minerai stratégique pour l'économie congolaise, a enregistré une hausse spectaculaire de 32,10% du prix par tonne suite à la décision du gouvernement congolais de suspendre temporairement les exportations. Cette décision arrive à terme le 22 juin 2025 et on ne sait toujours pas si la mesure sera prolongée. L'objectif était de faire remonter le prix en réduisant l'offre de cobalt sur le marché.
C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, du moins en partie, car depuis quelques semaines, le prix du cobalt s'est stabilisé autour de 33 000 dollars la tonne sur le marché mondial. Un bond significatif des prix. Durant la semaine du 24 au 29 mars 2025, la tonne de cobalt s'est échangée à 35 110 dollars américains contre 26 578 dollars américains la semaine précédente. Cette flambée des prix reflète l'importance cruciale de ce minerai dans la production des batteries lithium-ion, utilisées notamment dans les smartphones, les véhicules électriques et autres appareils électroniques. Le cobalt a connu d'importantes fluctuations au fil des ans. En 2017, son prix avait atteint près de 100 000 dollars la tonne, avant de chuter de près de 70% en 7 ans, malgré une demande mondiale en forte augmentation depuis 2010, en raison de la transition énergétique et de la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles. La RDC, leader incontesté de la production mondiale. D'après l'Institut d'études géologiques des États-Unis, la RDC demeure le premier producteur mondial de cobalt, avec 170 000 tonnes extraites en 2023, représentant près de 75% de la production mondiale. En comparaison, l'Indonésie, deuxième producteur mondial, a produit 17 000 tonnes, 7% du marché. La Russie a extrait 8 800 tonnes, soit 4% de la production mondiale. En clair, cette suspension des exportations se veut être une stratégie économique du gouvernement congolais pour renforcer la valeur de son cobalt sur le marché international et accroître ses recettes minières. Elle s'inscrit également dans une volonté de favoriser une transformation locale du minerai, afin de stimuler l'industrialisation du pays. En perspective, Mukendi Jimmy Monguriek, directeur pays de l'ONG internationale Resource Matters, recommande au gouvernement de définir un quota très clair pour les entreprises exploitantes, accompagné de critères bien précis. Nous estimons que si la mesure doit être levée, l'État doit fixer un quota d'exportation par entreprise, car il ne s'agit pas d'inonder le marché après cette suspension. D'autant que, pendant ces 4 mois, les entreprises auront accumulé d'importants stocks. Il faut également établir des critères transparents pour attribuer ces quotas, explique-t-il. Il propose qu'à long terme, le gouvernement conditionne l'exportation de cobalt à une transformation locale préalable. Seules les entreprises capables de transformer le minerai sur place devraient avoir la priorité pour l'exporter. Une mesure qui, selon lui, stimulerait l'industrialisation locale. Par ailleurs, le gouvernement devrait n'accorder des licences d'exportation qu'aux entreprises respectant les normes minimales, notamment environnementales et sociales. Munguriek insiste aussi sur la nécessité de renforcer la gouvernance du secteur minier et d'adopter des mesures pour soutenir les prix. De son côté, le Centre Carter a récemment tiré la sonnette d'alarme sur la faible participation des citoyens congolais dans le secteur extractif. Son représentant pays, Romain Ravet, a déploré leur méconnaissance de leurs droits et de la valeur générée par ces ressources. Aujourd'hui, la gouvernance du secteur extractif est l'affaire d'élites techniques et politiques. Les Congolais, pourtant propriétaires de ces ressources minières et hydrocarbures, y participent peu. Ils ignorent leurs droits et la richesse créée par les ressources de la RDC, a-t-il regretté. Il recommande donc un meilleur équilibre dans la diffusion d'informations entre le gouvernement et la population, détentrice légitime de ces ressources. Pour Patrick Louabeya, président du conseil d'administration de l'ARECOMS, la mesure de régulation visait à remettre les choses en perspective, maîtriser l'offre mondiale tout en garantissant une rémunération équitable pour les artisans, l'État et les investisseurs. Il s'agit de rétablir un partage juste de la valeur, a-t-il conclu. Cette suspension a paralysé l'exploitation artisanale du cobalt, contraignant certains acteurs à se reconvertir vers d'autres minerais comme le cuivre. C'est le cas au Lualaba, province abritant les plus grandes réserves de cobalt de RDC, où l'entreprise Congo Dongfang International Mining, CDM, a suspendu ses activités en raison de la chute des prix. Le Congo prolonge finalement de 3 mois l'interdiction d'exportation de cobalt. La République démocratique du Congo a prolongé de 3 mois l'interdiction d'exportation de cobalt destinée à freiner la surproduction de ce matériau pour batteries de véhicules électriques. L'Autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques, ARECOMS,
a annoncé la prolongation de la suspension temporaire de l'exportation du cobalt de la République démocratique du Congo, RDC, pour une durée de 3 mois, à compter du 21 juin 2025. Dans un communiqué daté de vendredi 20 juin, Arecoms justifie cette décision par l'existence de stocks toujours importants sur le marché. La mesure concerne tout le cobalt issu de l'exploitation minière, qu'elle soit industrielle, semi-industrielle, artisanale ou à petite échelle. Une proposition visant à mettre en œuvre des quotas bénéficie du soutien de sociétés minières, dont Glencore, Glen Pointel, ouvre un nouvel onglet, deuxième producteur mondial de cobalt. Cependant, la position de Glencore diffère de celle du premier producteur, le groupe chinois CMOC, 603993.SS, ouvre un nouvel onglet qui a fait pression pour que l'interdiction soit levée. Le premier fournisseur mondial de cobalt a imposé en février une suspension de 4 mois de ses exportations, les prix ayant atteint leur plus bas niveau en 9 ans, à seulement 10 dollars la livre. Cette interdiction devait expirer dimanche. La décision a été prise de prolonger la suspension temporaire en raison du niveau élevé et continu des stocks sur le marché, a déclaré l'autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques, ARECOMS, dans un communiqué. ARECOMS a déclaré qu'elle prévoyait d'annoncer une décision ultérieure visant à modifier, prolonger ou mettre fin à la suspension avant la fin de la nouvelle fenêtre de 3 mois en septembre. Reuters a rapporté vendredi que les autorités congolaises envisageaient de prolonger l'interdiction alors qu'elles étudiaient comment répartir les quotas d'expédition de cobalt entre les sociétés minières.